Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices et bienvenue sur cette chaîne de podcast Zen Attitude chez Zenhome. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode et pour ceux qui arrivent et qui ne me connaissent pas déjà, je suis Stéphanie, accompagnatrice praticienne et formatrice bien-être. Vous pouvez me retrouver sur 2 autres chaînes de podcast, une des soins énergétiques et une pour les passeurs d'âme. Pour mes accompagnements, vous retrouverez plus de détails sur mon site zenhome.fr et vous retrouvez toutes les informations pour pouvoir me contacter et me suivre juste en dessous dans la description de cet épisode. Merci à vous pour votre fidélité, votre présence aujourd'hui et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous, nous continuons avec le chapitre 18 qui s'appelle les différents stades de conscience, le symbolisme et la focalisation multiple. Il est assez intéressant ce chapitre, j'aurais plus de choses à dire par rapport au précédent où l'histoire des parleurs, je n'avais pas tout à fait bien compris. Et d'ailleurs dans cet épisode, le mari, pour vous rappeler comment est écrit ce livre, donc c'est Seth qui parle, c'est une entité non incarnée qui parle à travers Jane Roberts, donc l'auteur, et c'est le mari qui discute avec Seth, qui nous retranscrit les dialogues qu'il a avec lui. Donc quand c'est écrit en italique, c'est ses remarques. Et là, dans ses remarques, il dit qu'il demande plus de précision en fait à Seth sur les parleurs, etc. Donc voilà, il n'y avait pas beaucoup de choses apparemment assez développées dans le chapitre 17. Et apparemment, ça serait pour écrire aussi dans le livre les matériaux de Seth. Donc je les ai pas, ces livres-là, je vais voir si je les achète un jour pour les lire ou pas. Ce sera peut-être la suite. En tout cas, voilà, lui aussi avait besoin de plus de précision sur ce rôle de parleur. Comment ils sont choisis, qu'est-ce qu'ils font, quelle est leur intuition, comment ça fonctionne en fait avec eux. Donc voilà, c'était pour le petit rappel du début de comment est construit ce livre. Donc dans ce chapitre, Seth nous parle de plusieurs choses. Alors déjà, il y a cette idée de focalisation multiple de la conscience. Donc il nous donne des exemples en fait concrets que l'on vit dans notre quotidien pour qu'on puisse comprendre comment la conscience se focalise ou se défocalise sur différents points. Par exemple, vous voyez, quand nous sommes en train de lire le livre, on se focalise en fait sur le livre et sur l'histoire. On en oublie un petit peu ce qui se passe autour de nous. Par exemple, si vous êtes dans les transports, dans un train, vous n'allez plus faire attention au chemin du train, aux paysages qui défilent, etc., aux gens qu'il y a autour de vous. Vous êtes focalisé dans votre histoire et votre imagination va vous porter dans l'histoire. Vous allez imaginer les personnages, tout ça. Et donc quand on est dans cet état de focalisation sur l'histoire, il nous explique qu'on le fait naturellement et on n'a pas peur que notre environnement disparaisse. On n'a pas peur qu'en arrêtant de lire le livre, le train ait disparu et tout ça. On se rend bien compte qu'on est capable en fait de partir ailleurs, de voyager ailleurs, de revenir sans pour autant avoir peur d'avoir disparu. Donc il voulait nous expliquer un petit peu cet exemple pour nous montrer comment notre conscience peut être là, mis un petit peu en veille dans le train, être ailleurs et puis revenir et ça pose pas de problème. Donc ça c'est des choses qu'on fait très très souvent en fait, se focaliser sur un autre point ou sur un point déterminé avec notre conscience, qui nous font oublier en fait ce qu'il y a autour de nous et pourtant on existe toujours et le monde autour de nous existe toujours. Donc ça c'est vraiment un concept que l'on fait, un mécanisme plutôt, que l'on fait assez souvent et naturellement. Et donc ça c'était un exemple pour un peu nous montrer comment ça fonctionne dans les rêves. Ou dans le monde des rêves, on part dans cet autre plan et en fait on s'inquiète pas du chemin retour. On sait qu'on va revenir et qu'on va se réveiller. On ne porte pas forcément son attention sur ce qu'on est en train de faire. C'est un acte naturel. C'est pour un petit peu nous rassurer sur ce processus. On sait faire, on le fait déjà tout le temps. Et donc dans les rêves, après il nous explique pour apprendre à interpréter nos rêves, il faut connaître en fait la signification des symboles, mais pour nous. C'est très important d'avoir la référence de nos symboles. Donc il dit parfois nos rêves, ils peuvent nous paraître complètement farfelus et c'est une suite complètement désordonnée et on se dit ça n'avait pas de sens. Alors il dit que si, c'est parce que il faut savoir en fait le regarder la symbolique. Si par exemple on prend une émotion, donc il a pris la joie comme exemple, si on prend cette émotion-là et qu'on s'endort avec cette émotion-là,
alors tout notre rêve aura une suite d'images qui n'auront peut-être pas forcément de lien ensemble. On est encore dans une symbolique, puisqu'on symbolise beaucoup le monde. Et dans cette symbolique, nous, on va y voir que des choses qui s'enchaînent et qui n'ont pas de sens, alors qu'en fait, il y a un lien. Le lien, c'est juste l'émotion, la joie. Donc, on est en train d'exprimer, d'expérimenter la joie dans cet autre plan immatériel. Et donc, c'est là d'où ça vient, en fait, les rêves où ils nous paraissent un peu farfelus, qu'il n'y a pas de suite. C'est vraiment quand ils sont focalisés sur un point qui peut être comme une émotion. Donc je trouve cette explication super intéressante. Ça nous permet de mieux comprendre le système des rêves, comment ça marche. Donc effectivement, si on se focalise sur une émotion, du coup, le rêve il sera dénué de sens pour nous parce qu'on ne sait pas forcément interpréter tous les symboles qu'il y aura à ce moment-là. Dans le rêve, il explique aussi qu'il y a différents stades de la conscience. Donc quand on est encore dans le symbolisme, quand on a encore des images, etc., tout ça, c'est un peu rattaché à ce qu'on porte surtout notre attention sur le monde de matière. Notre attention est surtout là, on se rend moins compte quand on est ailleurs, on se rend plus compte qu'on est là, on l'a même appelé la réalité et le monde des rêves. Hein. Donc on est vraiment focalisé, focus ici, c'est celle-là, cette seule vérité. Quand il y a la conscience qui est encore dans le symbolisme, on a encore beaucoup d'images, etc. On est dans ce flot-là. Par contre, quand la conscience plonge encore plus dans l'émotion et moins dans ces images, dans tout ce symbolisme qu'on y met derrière, là, on se retrouve vraiment encore dans un autre mode de communication où on est vraiment seulement avec l'émotion propre. Il dit c'est vraiment encore un stade où la conscience plonge davantage dans le rêve. Et c'est vrai que ça, on se rend moins compte parce que forcément, comme on n'a pas de symbolisme, on a l'impression qu'il ne se passe rien, en fait, qu'il n'y avait rien eu. Et donc, c'est juste la conscience qui plonge davantage. Et plus on plonge et plus on se détache du symbolisme, plus on rentre vers notre nature véritable, en fait. C'est un peu comme ça que je le dirais. Donc, il nous explique vraiment, en fait, ces différents champs de conscience de comment on peut naviguer d'un point à un autre, comment on peut s'enfoncer dans les différentes couches, parce que il nous explique que quand on part dans le monde des rêves, donc on quitte notre enveloppe corporelle, mais à ce moment-là, on a encore cette notion d'enveloppe et on se donne encore une forme. Donc les personnes qui pratiquent les sorties de corps, ils ont encore cette impression d'enveloppe, d'être encore une forme. Mais plus on plonge et plus on s'éloigne du symbolisme, moins ça prend de forme, moins ça prend existence sous un symbole quelconque, c'est ça qu'il appelle symbole, hein, c'est les représentations qu'on s'en fait, et plus ça nous paraît en fait abstrait, donc on a l'impression qu'il n'y a rien, donc voilà. Donc à savoir que les personnes qui disent « je n'ai pas rêvé », bon si forcément vous avez rêvé, mais peut-être aussi que c'est parce que justement vous plongez très loin dans les champs profonds en fait de la conscience et vous êtes en fait au-delà du symbolisme et de l'image. Donc c'est pas forcément quelque chose de mauvais de ne pas se rappeler de ses rêves. Sachant que ce qu'il nous explique, c'est que pour interpréter les rêves, il faut connaître le symbolisme que nous on met derrière la représentation du rêve. Parce que si moi j'adore par exemple les chiens, hein, je suis une maman chien, et donc forcément si je rêve de chien, moi c'est plutôt amour, joie, bonheur. Alors que si vous prenez quelqu'un qui a la phobie des chiens, il rêve d'un chien, c'est un cauchemar pour lui, c'est peur, c'est effrayer, c'est fuir, c'est tout ce que vous voulez de négatif, c'était danger quoi. Donc vous voyez, on n'a pas la même signification, le même symbolisme, on met pas la même chose derrière ce qu'il y a, donc forcément pour interpréter son rêve, encore une fois, il n'y a que nous qui pouvons interpréter nos propres rêves. Alors même chose, il nous explique aussi que dans le monde éveillé, quand on est ce qu'on appelle la réalité ordinaire, nos émotions changent aussi la perception du monde qu'on a autour de nous. Quand on est effectivement dans la joie, il y a cette espèce de phénomène où on voit les objets en fait un peu plus brillants, un peu plus lumineux, on voit tout avec les yeux de la joie, ça change notre environnement. Et donc si on prend complètement l'inverse, quelqu'un de déprimé, lui, il va plutôt assombrir ce qu'il a autour de lui. Donc comme quoi les émotions jouent énormément en fait sur la perception du monde
du monde qui nous entoure. Bon, ce qui est vrai, hein, de toute façon, nos émotions sont là pour nous tromper sur le monde qui nous entoure. On a l'impression que c'est comme ci, comme ça. Mais finalement, on peut pas trop s'y fier puisque on est derrière une émotion. Donc forcément, on n'est pas dans ce qui est. On est déjà dans l'interprétation du monde à travers une émotion. Donc l'émotion est trompeuse. Donc effectivement, il nous dit ça sur le monde éveillé, mais du coup, c'est la même chose après dans le monde des rêves. Et donc, si vous voulez, tout ça, c'est pour que l'âme puisse expérimenter et apprendre. Si vous voulez, si on prend l'exemple de la joie, l'âme veut expérimenter la joie. Et bien, c'est à travers le symbolisme des rêves, et donc sa représentation pour la personnalité qu'elle est, et c'est à travers sa perception du monde extérieur qu'elle va pouvoir en faire toute son expérimentation. Elle va pouvoir savoir comment on ressent et on exprime la joie à travers les deux. Si vous voulez, l'âme n'expérimente pas que quand on est éveillé. Elle expérimente aussi à travers notre champ de conscience quand on est endormi. Elle expérimente les deux. Pour elle, il n'y a pas de distinction entre le monde des rêves et le monde réel en se disant qu'il y a un côté c'est vrai et l'autre c'est faux. Pour elle, tout est expérimentation. Donc elle valide tout. Elle valide et ce qui sera expérimenté dans le monde des rêves et ce qui sera expérimenté dans la réalité de matière ordinaire. Ce qui fait que quand elle expérimente comme ça, les sentiments, comment ils sont exprimés à travers le monde des rêves et que une cabane peut se transformer en papillon et d'un coup peut prendre la forme d'une fleur, etc. On a l'impression que c'est pas une suite logique. Là, vous savez qu'en fait, que vous êtes dans un environnement intérieur qui est entièrement différent de celui du précédent, mais vous expérimentez l'émotion, ce à quoi est rattaché du coup ces différents symboles, à travers ces différents environnements et ce champ d'expérimentation. Ce qui fait que l'expérience de ce sentiment est vue d'une manière nouvelle, c'est plutôt fluctuant, mobile, c'est pas quelque chose de permanent, de posé. Vous voyez, c'est quelque chose qui va fluctuer. Donc elle fait vraiment l'expérimentation de ce sentiment à travers toutes ces formes de symbolisme possibles, je dirais ça comme ça. Et alors bien sûr, à travers ce plan des rêves, on se rend bien compte qu'il n'y a plus de temporalité. Passé, présent, futur, tout coexiste en même temps. Donc là aussi, on fait cette expérimentation-là, et donc on peut expérimenter l'évolution de ce sentiment à travers différents événements qui nous est arrivé, à différents stades de temporalité. Ça n'a pas d'importance en fait. Ça n'est plus limité. On n'est plus limité par notre corporalité. Vous voyez, l'âme va expérimenter aussi à travers les rêves ce qu'elle a expérimenté au-delà en fait des limites que l'on peut se fixer à travers notre corporalité et cet espace-temps qu'on a posé ici. Et donc vous voyez un petit peu comment on navigue à travers l'espace-temps dans le monde des rêves. C'est ce qu'on va faire une fois qu'on sera dans l'autre plan. On sera vraiment dans cette idée d'environnement changeant, mobile, autour de nous, selon nos symbolismes qu'on aura à ce moment-là retenus sur le sentiment, comment il va s'exprimer. Donc en fait, si jamais on devait percevoir l'environnement de quelqu'un d'autre, ça serait comme ça, ce serait quelque chose de fluctuant pour faire partager l'expression de son sentiment. Et alors c'est drôle parce qu'il nous précise que plus le symbole est précis, donc plus vous avez une image précise de ce que vous vous souvenez du rêve, moins le message a de sens. Donc nous on aurait tendance à penser l'inverse, que plus on a d'images, plus ça a de sens, alors qu'en fait pas du tout. Donc vous voyez à quel point on est vraiment orienté sur notre monde matériel et qu'on a besoin en fait de ces symboles pour pouvoir interpréter. Alors que justement quand ils sont là, on est loin de pouvoir comprendre et interpréter parce qu'ils ont déjà perdu un peu de sens. Par contre, il nous précise bien, c'est que le symbole est porteur en fait du sentiment, mais à travers différentes expérimentations qu'on aura faites. À la fois, il symbolise du coup l'expression d'un sentiment, mais en même temps, toutes les expérimentations sont dedans. Donc ce qui fait qu'on peut passer d'une image, on va dire, un peu plus présente à un événement passé, à quelque chose qui nous paraît futuriste, etc. Mais tout simplement parce qu'on est dans le sentiment.
et on n'est pas dans une suite logique en fait de pensée. On est vraiment dans l'expression d'un ressenti. Et donc ce ressenti s'exprime à travers les différentes expérimentations et donc on a tout ça en fait condensé en même temps. Donc tout ce qu'on fait en fait dans la journée, c'est un petit peu répertorié comme ça dans notre inconscient avec tout ce symbolisme. Au lieu d'avoir ces fils logiques comme nous on interprète le temps avec on était enfant, on était ado, on était adulte, on est vieille personne, si vous voulez, le fil logique ça va être on est accroché au sentiment, donc il y aura la joie, il y a ça quand on est enfant, il y a ça ado, il y a ça adulte, il y a ça vieille personne, mais tout ça en fait rentre en même temps dans la joie. Donc si vous passez dans la joie, vous pouvez passer à différents stades, que vous soyez adulte, vieille personne, enfant, tout ça, vous avez ce sentiment-là. Il n'y aura plus cette idée de trame linéaire où la joie c'est à un instant T. Quand vous expérimentez du coup le sentiment à travers le monde des rêves, à travers cette liberté, vous pouvez voyager en fait dans n'importe quelle direction, n'importe quel moment, puisqu'on est vraiment dans l'expérience du sentiment et pas dans le symbolisme en fait du rêve. Donc c'est pour ça que parfois ça peut paraître dénué de sens et pas cohérent. Donc finalement, il faut plus s'attacher à ce que l'on ressent et à l'expression de notre ressenti à travers ce rêve plutôt que le symbolisme. C'est pour ça que je vous dis finalement c'est pas si grave de ne pas se rappeler de ses rêves et de ne pas avoir une suite logique d'images ni une banque d'images puisqu'on s'éloigne du sens et de la vérité de ce qu'on veut s'exprimer en fait. Donc en plus là je vous ai parlé de symboles dans cette vie-là, mais il faut aussi prendre toutes vos autres vies. Donc vous imaginez à quel point on peut sauter du coup du coq à l'âne d'une vie à l'autre à travers une émotion via ces symboles qui est rattaché en fait à cette émotion. Donc vous voyez à quel point c'est un peu complexe. Ce qu'il y a aussi d'étonnant, ce qui nous explique, c'est que c'est quand on ouvre l'œil que ça active en fait ces mécanismes internes de symbolisme. Et du coup, il nous explique que si une personne en fait est aveugle, ce mécanisme intérieur du coup ne sera pas actif. Et par contre, si pour une raison X ou Y, ce mécanisme est activé, alors forcément les yeux guérissent. Alors ça, c'est complètement fou. Donc voilà comment il définit ça. Et du coup, vu qu'on est porteur comme ça de toutes ces autres vies, il explique que parfois c'est même plus facile d'apprendre à parler si on a vécu en fait une autre vie dans cette langue-là. Dans ces cas-là, l'enfant il va parler plus vite parce qu'il pense déjà, sans forcément conscientiser à ce moment-là qu'il pense, mais il pense déjà dans cette langue qu'il avait avant. Donc ce qui fait que comme il pense déjà, ça va aller 10 fois plus vite pour l'apprentissage de la langue et du coup la langue orale. Parce que le son est aussi un symbole, hein, c'est ce qu'il nous explique. Et du coup, en fait, nous, on ne perçoit pas forcément les symboles qu'on a dans nos rêves sous forme de son, mais il y en a. C'est juste que c'est pas en fait audible à notre niveau de réalité et de perception actuellement. Et donc en fait, si vous voulez, le monde entier qui nous entoure est fait que de sons aussi. Ça fait partie de la symbolique. Donc ce qui fait que non seulement dans cet autre monde, on s'exprime à travers des images fluctuantes, mais du coup aussi à travers des sons fluctuants. Il y a quand même un mode de communication. Comme en fait les végétaux communiquent entre eux, c'est non audible pour nous. Comme les éléphants aussi, je pense à eux, ils communiquent sous forme d'infrasons, nous on les entend pas, vous voyez, c'est ce genre de choses. On n'entend pas forcément toute cette gamme de sons. Encore une fois, parce qu'on est limité par notre corporalité. Et donc ce n'est pas parce qu'on ne les entend pas qu'ils n'existent pas, c'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Et donc ce qui fait qu'on se construit un peu une banque comme ça, de symboles qui correspondent à donc, un sentiment. Donc le sentiment, on peut avoir une banque d'informations sous forme de son, on peut avoir une banque d'informations sous forme d'odeur, on peut avoir une banque d'informations sous forme d'image, et tout ça, c'est en fait c'est ce qu'il appelle le symbole multidimensionnel. Et tout ça, ça représente en fait son intégrité et comment il est défini en fait dans différents stades de la conscience, de notre conscience. Voilà, c'est comme ça qu'en fait il sera représenté pour nous avec ces différents types de symboles.
Donc ce qui fait qu'on peut imaginer qu'une suite de sentiments peut être une suite de notes ou une suite d'images, ou voilà, mais ça prend sens, mais à différents états de conscience. Ce qui fait que nos pensées, nous, on a l'impression qu'elles nous appartiennent et qu'elles sont secrètes, mais si vous voulez, dans d'autres réalités, elles prennent du coup forme, sous forme d'objets avec ces images, sous forme de sons, sous forme de mélodies, etc. Donc elles prennent une réalité comme ça. C'est comme ça en fait que nos pensées prennent une réalité quelque part. Et du coup c'est beau parce qu'il appelle ça le matériau pur de la créativité dans des réalités que l'on crée ailleurs. Donc c'est beau, c'est des matériaux purs. Et en même temps, il nous rappelle que nous-mêmes, nous sommes créateurs en fait de notre propre monde matériel. Les choses viennent pas forcément d'autres formes de vie pensées où ils vont créer notre monde. C'est nous-mêmes en fait qui sommes créateurs là de notre réalité autour. Il explique que la peur, elle est plutôt enfermante. Elle met plutôt des barrières, des obstacles à la libre circulation de ces pensées en fait qui prennent vie. Ce qui fait que il nous explique que les tempêtes physiques que l'on vit sur la planète, elles sont libératrices. Elles libèrent en fait et délivrent ce qui a été bloqué en fait par ces sentiments un peu, on va dire, parasites. Donc ce qui fait que si on n'avait pas ces tempêtes-là, en fait on deviendrait tous fous. Ça a aussi une incidence sur notre réalité. Notre réalité a aussi une incidence sur nous. Vous voyez, ça marche dans les deux sens vu que on est en reliance avec le monde. Ce qui explique aussi pourquoi maintenant on a ces questions d'écologie et tout ça, il faut peut-être mieux entretenir le monde. Bah oui, parce que si on entretient mieux le monde, on entretient aussi notre psychisme et nous-mêmes. Et inversement, si on entretient notre psychisme et nous-mêmes, on entretient le monde. Ça marche dans les deux sens. On vit en symbiose en fait avec la planète qui nous entoure. Donc si on détruit tout, on va se détruire aussi nous-mêmes. Alors il nous parle également des vides, de ces endroits vides où en fait nous on peut y projeter en fait notre conscience pour ensemencer en fait de nouveaux symboles. Parce que ces espaces vides en fait sont là justement pour nous permettre de créer. Et alors c'est marrant, c'est parce que en fait même les symboles en fait peuvent être en latence à cet endroit-là, attendre pour pouvoir prendre une forme quelque part. Et ça me fait penser à ce que je suis en train d'étudier aussi dans le Qigong. J'ai eu cet apprentissage, donc cette compréhension sur le fait que le vide est un vide plein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'espace quantique. C'est un vide plein. Et le fait d'y porter en fait une très forte énergie, ça emmène en fait la particule dans notre monde de matière, dans notre réalité physique. Donc elle passe d'un état quantique à un état de physique que l'on peut mesurer. Et c'est comme ça d'ailleurs que c'est ce qu'ils font dans les accélérateurs de particules. Et donc là c'est exactement ça. Ça me fait penser à ça, c'est que ce sont des vides, mais en fait des vides pleins qui attendent la conscience qui vienne émerger à cet endroit-là pour pouvoir créer quelque chose. Donc c'est un espace quantique si vous voulez. Donc je trouve ça hyper fort parce que ça a trop de liens avec ce que je suis en train d'étudier dans le Qigong, donc Qigong Dunja. Et ouais, c'est assez impressionnant. Tout est lié, hein. Je lis le livre en même temps que je suis en train d'étudier ça. C'est fort, comme quoi il n'y a vraiment pas de coïncidence, hein. Il n'y a que des synchronicités. C'est comme ça en fait qu'il faut envisager le vide. Ce vide qui nous paraît avec rien en fait, absence de tout. C'est pas une absence de tout, c'est un vide plein. Et à partir du moment où en fait on a cette conception, on comprend comment toute chose se forme à partir de ce vide plein. Donc voilà, c'était un principe qu'il y a dans le Qigong Dunja, donc qui est du taoïsme. C'est un principe qu'on retrouve aussi en chamanisme, en druidisme. Et donc là, c'est un principe aussi qu'on retrouve avec les lectures de Seth, ce vide qui permet en fait à nous-mêmes, quand on y est, d'y explorer notre propre conscience créatrice et de pouvoir y créer nos propres symboles et leur donner vie sous forme de ce que l'on veut. Donc voilà, c'est cette forme de vide plein. Et donc pour faire ça, il faut énormément d'énergie, focaliser sur
un objectif, et donc c'est là où ça passera après dans le monde physique. Vous voyez, hein, comme quoi tout reprend les mêmes principes, donc on est vraiment des bébés en physique quantique, parce qu'en plus le Timendunja, c'est une étude là que je suis, parce que c'est un précepte de métaphysique chinoise qui date de plus de 2000 ans. Donc eux, ils ont plus de 2000 ans d'expérience, et nous, on est en train de se poser des questions maintenant. Donc voilà, ils avaient déjà en fait les réponses. Si on revient en fait sur nos anciennes cultures, on s'aperçoit qu'on a beaucoup plus de savoir qui nous était transmis et légué que en fait actuellement on est vraiment parasité par ce monde de matière qui nous empêche en fait et nous éloigne de cette conscience divine intérieure et de tout ce savoir et cette sagesse que l'on a déjà en nous. Donc je pense que ce qui est important à retenir, c'est qu'on est vraiment limité par notre corporalité, par ce monde de matière, et par le fait qu'on se focalise et qu'on donne beaucoup d'importance à ce monde de matière et uniquement ce monde de matière. Je dis pas qu'il n'est pas important, hein, mais à savoir qu'il faut apprendre à équilibrer ce qu'on fait pas. Et techniquement, on devrait même équilibrer notre temps de sommeil avec notre temps journalier. Le fait qu'on manque de sommeil, en fait, on manque encore plus de connexion avec soi-même et avec sa réalité intérieure et sa vérité intérieure. Donc vous voyez, notre société est vraiment construite, actuellement en tout cas, pour nous couper de tout ça, pour nous retirer de toutes ces informations, de notre sagesse ancestrale, de tous ces savoirs qu'on avait. On essaye vraiment de nous enlever tout ça. Donc c'est important d'en avoir conscience et de se dire, ok, la société est construite comme ça, on veut ça, moi j'en ai conscience, donc ce que je peux faire à mon niveau pour moi-même, c'est de refuser ça et du coup de faire autrement pour pouvoir me reconnecter à ma vérité intérieure. Parce qu'au final, je vous partage tout ça, c'est pour que vous trouviez votre vérité intérieure. Je vous demande pas d'adhérer à tous ces concepts métaphysiques que je développe avec le Timendunja. Je vous demande pas d'adhérer au chamanisme ni au druidisme. Je vous demande pas d'adhérer aux soins énergétiques, quand bien même la chaîne s'appelle Soins énergétiques sur mon autre chaîne de podcast. Forcément, c'est que vous avez une curiosité quand même. Vous avez cette ouverture d'esprit, mais je vous demande pas forcément d'y adhérer. Vous pouvez simplement écouter et voir, envisager comment les personnes peuvent envisager le monde différemment. En tout cas, sachez que oui, de toute façon, les énergies existent, même en physique quantique. Je vous dis, je viens d'avoir bien compris ce concept-là, que ce vide, c'est pas un vide sans rien, c'est un vide plein. Ce qui fait que quand on focalise une énergie, donc on peut imaginer que la pensée, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on envoie de façon focalisée sur un symbole une énergie très forte et il prend forme ensuite dans la matière. C'est en ça où on est créateur. Moi, je trouve ça hyper fort comme concept, de comprendre comment notre réalité est façonnée et modelée à partir de ça. C'est incroyable, et savoir que en plus, c'est juste des particules en mouvement. Et c'est notre conscience qui lit cette codification, du coup, qui donne sens, forme à tout ça. Enfin, vous voyez le pouvoir de la conscience et de sa création. On s'en rend bien compte, là, à travers tout ce que je dis, tout ce qu'elle fait. Donc, effectivement, je pense qu'ici, sur Terre, on aura une perception très éloignée de ce qui est, et de notre pouvoir créateur. On est bien plus illimité que ce qu'on veut nous faire croire. Parce que ici sur Terre, ce qui nous limite, c'est le monde d'argent en fait. À chaque fois, on nous dit, il faut gagner beaucoup de sous. Avec plein de sous, tu peux faire tout ce que tu veux, blablabla. Si t'as pas de sous, tu peux pas faire tout ça. Voilà, c'est des limitations de matière qu'on s'est mis pour nous éloigner de tout ça. Enfin voilà, il faut en avoir conscience que notre réalité ordinaire, comme elle est faite en tout cas actuellement, n'est pas forcément pour notre bien-être. Et donc, c'est intéressant de se dire... J'en ai conscience et qu'est-ce que je vais faire moi aujourd'hui pour mon bien-être. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à la prochaine fois. Et je vous souhaite toujours un bel été, parce que même si j'enregistrais cet épisode un petit peu en avance, nous sommes toujours en été. À bientôt. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous envoie toutes mes amitiés. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner gratuitement à la newsletter en scannant le QR code qui s'affiche sur votre écran si vous êtes sur votre PC, et vous retrouvez le lien directement en dessous dans la description
ainsi que toutes mes coordonnées pour pouvoir me joindre, prendre rendez-vous ou encore partager, faire vos demandes, vos questionnements. Si jamais vous avez envie que j'aborde un sujet pour un épisode, n'hésitez pas à me faire votre retour ou tout simplement en laissant un commentaire juste en dessous. Likez, partagez, ça me fait toujours plaisir quand j'ai un retour. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.